Bonjour tout le monde. Parlons de succès financier. Si vous êtes innovant, vous pouvez créer un produit ou un service qui va répondre à un besoin, qui va vous rendre riche. Tant mieux, s'il vous plaît, faites-le. Malheureusement, c'est pas mon profil à moi. La bonne nouvelle, si c'est pas votre cas à vous non plus, nul besoin de réinventer la roue, le chemin est tracé pour les gens déterminés et les gens persévérants. Ce qui est présenté dans cette vidéo constitue ma recette. C'est pas la seule recette possible, bien au contraire. Le contenu de cette vidéo constitue pas non plus des conseils financiers. Le but ici, c'est de vous inspirer afin de vous permettre de faire votre propre recherche et développer votre propre recette à vous finalement. Alors, à l'issue de la vidéo, quel est votre plan pour atteindre le succès financier? S'il vous plaît, partagez vos stratégies dans les commentaires. Alors, pour ma part, je suis sorti de l'école à 24 ans avec quelques dollars dans les poches. Comment ai-je fait en 20 ans pour développer un patrimoine d'1 million de dollars? Alors, je vous propose ma recette personnelle en 17 ans pour posséder un patrimoine d'1 million de dollars dans la quarantaine. Si vous appréciez le contenu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Alors, numéro 1, augmentez votre valeur, obtenez un diplôme. Pour moi, l'éducation joue un rôle crucial dans la construction d'une base solide pour atteindre le succès financier. Il y a un proverbe chinois qui dit « Donne un poisson à un homme, il va manger un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. » En fait, la valeur de l'éducation a été inculquée chez moi dès l'adolescence. Mon père m'a dit « Je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas une maîtrise. » Il m'a aussi payé mes études universitaires, un premier coup de pouce familial. J'ai donc obtenu une maîtrise en administration des affaires qui aura été ma carte de visite tout au long de ma carrière à ce jour. Par contre, aujourd'hui, de nos jours, de nombreux programmes et diplômes au niveau professionnel ouvrent la voie à une carrière qui est super intéressante, que ce soit des études sur le plan professionnel, technique ou universitaire. Selon moi, l'important, c'est d'avoir un diplôme puis d'avoir des compétences à faire valoir, donc avoir une valeur sur le marché du travail qui va vous générer un revenu intéressant. Deuxième élément, introduisez l'épargne systématique à vos habitudes dès le début de votre vie adulte. L'épargne systématique, c'est la pierre angulaire de toute stratégie financière réussie parce que, comme on dit, l'argent ne dort jamais. À partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à mettre de côté 20 dollars par semaine. Ça, c'était en l'an 2000. Au départ, j'ai régulièrement investi dans un compte REER. Comme vous le savez, les cotisations versées au REER sont déductibles du revenu imposable. En 2009 a été créé le CELI au Canada. Le CELI permet de mettre de l'argent de côté à l'abri de l'impôt. J'ai commencé à y déposer quelques dollars. Puis finalement, quand Fiston est venu au monde, j'ai débuté à investir dans le REE, le régime enregistré d'épargne études. Le REE permet de recevoir des subventions gouvernementales jusqu'à 30 au niveau provincial et fédéral sur des cotisations annuelles qui vont jusqu'à 2500 $. Selon Tangerine, c'est recommandé d'épargner chaque mois 10 à 20 de votre revenu avant impôt. J'ai pas toujours respecté ce pourcentage-là parce que la vie parfois nous donne des envies ou nous fait des jambettes, mais j'ai toujours épargné par contre à chaque paie. J'avais cette discipline-là. Il y a ici selon moi deux aspects importants relatifs à l'épargne systématique. D'abord, tirer profit au maximum des programmes fiscaux qui sont légaux, le REER, le CELI, le REE, et bénéficier de l'intérêt composé, qui est la 8e merveille du monde. Réalisez bien que l'investissement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. La durée de l'investissement est plus importante que le rendement lui-même. J'ai deux citations que je trouve savoureuses qui illustrent ce propos-là. Benjamin Graham, qui était économiste et professeur émérite, le mentor de Warren Buffett notamment, a mentionné en bourse, tu as deux choix, t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Et il y a également Paul Samuelson, qui est un économiste américain renommé, qui a dit investir devrait plutôt être similaire à regarder la peinture sécher ou regarder l'herbe pousser. Si vous voulez de l'excitation, prenez 800 dollars et allez à Las Vegas. Je vous présente à l'écran des graphiques qui supposent un rendement annuel composé de 4 basé sur un portefeuille équilibré. Alors, dans le premier graphique, vous avez l'âge du participant sur le plan horizontal et vous avez la somme cumulée sur le plan vertical. Donc, on peut voir qu'un épargnant qui commence à cotiser à l'âge de 25 ans devra cotiser environ 7 800 $ par année pour avoir 1 million de dollars à 65 ans. Tandis que celui qui va commencer plus tardivement, à 45 ans, va devoir épargner 28 000 $ par année pour avoir 1 million de dollars à 65 ans. Donc, c'est vous dire à quel point c'est important de commencer tôt et à quel point c'est un marathon, ça se fait sur le plus long cours. Et un deuxième graphique ici, le résultat à 65 ans d'une cotisation de 50 $ par semaine dès l'âge de, à 25 ans. Si vous commencez à 25 ans,
placer 50 par semaine de façon continue, à 65 ans, vous aurez 257 000 Si vous commencez à 40 ans, vous aurez 111 000 Donc, cette discipline financière-là m'a permis de créer un coussin financier solide pour le présent et pour l'avenir. Mon troisième conseil maintenant, entrez dans le marché immobilier rapidement. Investir dans l'immobilier peut être un moyen puissant de créer de la richesse à long terme. À l'âge de 26 ans, j'ai pris la décision d'entrer dans le marché immobilier. Je remercie ma mère d'ailleurs qui m'avait à l'époque prêté 50 000 sans intérêt pour me permettre de l'utiliser la somme comme une mise de fonds. Donc, un deuxième coup de pouce familial ici. Cette étape majeure-là a ouvert des opportunités d'investissement puis a contribué aussi à diversifier mon portefeuille financier. Après 4 ans, dans mon premier et magnifique loft de 560 pieds carrés à Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, que j'avais payé 129 000 en 2006, eh bien, je l'ai vendu avec 60 000 de profit 4 ans plus tard. Puis je vous rappelle que vous n'avez pas à payer d'impôt sur le gain de la vente de votre résidence principale. Après un autre 4 ans dans ma deuxième propriété, j'ai vendu cette deuxième propriété-là avec 80 000 de profit et ainsi de suite. Cet argent nouvellement créé-là m'a permis, à ma quatrième résidence, d'avoir la maison qui répondait à mes ambitions et celle de ma conjointe, puis ne plus avoir d'hypothèque. La valeur de ma maison libre d'hypothèque constitue une composante importante de mon patrimoine. J'ai aussi, dans les années 2010, investi dans 2 condos en location. Rapidement, j'ai constaté que ce type d'activité-là n'était pas pour moi. Je n'aimais pas réparer, je n'aimais pas entretenir, je n'aimais pas les relations avec les locataires. Bref, j'ai vendu tout ça, ça correspondait tout simplement pas à mon profil. Aussi, vendre un immeuble à revenu ou un chalet entraîne un gain en capital. Le gain en capital, c'est imposable à 50 Donc, le montant d'impôt que vous payez sur le gain en capital dépend de votre revenu annuel. En fait, ça signifie que 50 du montant que vous avez obtenu de la vente de votre placement est ajouté à votre revenu et que votre taux d'imposition personnelle est ensuite appliqué au total. Je suis conscient que certains vont dire qu'il vaut mieux louer sa résidence que l'acheter. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de textes et d'argumentaires là-dessus. En fait, j'ai rien contre les gens qui ont la discipline de louer un logement plutôt que d'acheter une propriété puis de placer la différence de l'argent économisé. La réalité, par contre, c'est que la majorité des épargnants, selon moi, n'auront jamais la discipline et la rigueur de placer l'argent économisé. Quatrième élément de succès, gérer vos dettes. L'argent, c'est comme le soleil. Il peut vous bronzer comme il peut vous brûler. À 30 ans, j'ai adopté une politique stricte envers moi-même, consistant à ne pas contracter de nouvelles dettes, à l'exception de celles liées à l'achat d'une résidence, puisque ça augmente ma valeur dette. La logique est simple. Si je n'ai pas d'argent pour me payer quelque chose, eh bien, je ne l'achète pas. Cette règle vaut pour une voiture, pour une télévision, pour un voyage dans le sud, etc. J'essaie de vivre à l'intérieur de mes moyens autant que possible. Avant d'acheter quelque chose à crédit, je remets en question si j'en ai vraiment besoin. Oui, j'utilise régulièrement ma carte de crédit, mais seulement si je suis certain de pouvoir la rembourser à la fin du mois. Donc, un conseil, ne laissez pas vos dépenses dépasser vos rêves. Cinquième facteur de succès, faites un budget et un bilan annuel. Avez-vous remarqué que l'utilité de l'argent intéresse tout le monde, mais que la gestion de l'argent n'intéresse pas beaucoup de gens? La première étape pour prendre le contrôle de vos finances, c'est de créer un budget. Le budget, c'est l'instrument privilégié pour gérer ses dépenses. Le bilan, de son côté, c'est un portrait qui fait ressortir 3 éléments: l'actif, le passif et la valeur nette. Honnêtement, en toute honnêteté, j'ai jamais vraiment aimé faire ça, mais je reconnais l'importance de l'activité pour me permettre de réajuster mon plan. Je m'y astreins au moins une fois par année pour m'assurer du contrôle de mes dépenses et de l'accroissement de mon bilan. Je vous encourage à faire la même chose. Sixième conseil, vous êtes votre propre PME, générez des revenus supplémentaires. Pour générer des revenus supplémentaires en dehors de votre emploi principal, vous pouvez accéder à différentes stratégies efficaces qui vont vous permettre d'accélérer votre croissance financière. Dans mon cas, dès le début de la trentaine jusqu'à ce jour, j'ai enseigné à l'université les soirs. J'ai également fait de la politique municipale les soirs et les fins de semaine. Ce faisant, en plus de mon salaire régulier, j'ai pu ajouter 20 000 à 40 000 de revenus supplémentaires selon les années. De son côté, mon beau-frère, lui, vend des cordes de bois. Puis mon ami est agent de joueurs vidéo amateurs. Et pourquoi pas? Vous pourriez chercher à avoir des sources de revenus passifs. Après tout, il y a seulement 24 heures dans une journée. À chacun son revenu d'appoint et ses opportunités selon ses forces et ses intérêts. Écrire un livre, gérer un Airbnb, développer une page YouTube, vendre de la formation en ligne, etc. Septième élément de succès, alignez les dépenses majeures sur vos valeurs et priorités. Les dépenses majeures dans la vie varient en fonction des valeurs individuelles et des priorités personnelles. Froidement, là, un enfant, c'est une dépense majeure. Selon des études du Devoir et du Fonds FTQ, le coût total pour élever un enfant jusqu'à ce qu'il soit en mesure de voler de ses propres ailes est estimé entre 270 000 et 350 000 canadiens. Personnellement, j'en voulais un pour des motifs fondamentalement intrinsèques. Certains de mes amis ont fait d'autres choix. Par exemple, j'ai 2 amis proches qui ont chacun 3 enfants, avec tout le bonheur que ça engendre, une belle tablée à Noël, mais aussi avec la pression sur le portefeuille que ça représente.
Autre exemple, un mariage au Québec coûte entre 20 et 35 000 en moyenne. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas générer une telle dépense. Ça rejoint moins mes valeurs. Ma conjointe et moi avons plutôt opté pour une bague d'engagement au coût de 500 On a seulement une vie à vivre, donc je vous invite à dépenser uniquement pour ce qui est important pour vous. Huitième élément de succès, éviter les nids de poules financiers. Ici, la différence avec le point précédent, c'est que vous ne décidez pas volontairement de procéder à des dépenses majeures. Apprendre des erreurs financières des autres et éviter les pièges courants, mais c'est quelque chose de crucial pour maintenir une trajectoire financière qui va être positive. La prudence et la vigilance sont les clés pour éviter les pertes importantes. Par contre, parfois, on va se le dire, les nids de poules financiers sont inévitables. Dans la vie d'adulte, les erreurs à éviter sont nombreuses, presque impossibles à éviter totalement. C'est pourquoi la Banque nationale nous invite à constituer un fonds d'urgence qui représente de 3 à 6 mois de salaire pour y faire face. Donc, si vous êtes jeune et vous écoutez cette vidéo, je vous donne quelques exemples de nid de poule financiers. Vous pourriez vous marier puis subir un divorce qui va être houleux. Ça peut rapidement vous coûter plus de 100 000 en partage de patrimoine puis en frais d'avocat. À un moment donné, pendant votre vie, vous avez un petit écart et des accusations criminelles sont portées contre vous. Ça peut rapidement vous coûter des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques. Dépendamment de vos couvertures d'assurance, une maladie comme le cancer ou la fibromyalgie peut vous causer des dépenses importantes en médicaments, en traitements, en invalidité, etc. En vieillissant, une obligation d'être proche aidant pour un être cher peut devenir tellement prenant que ça peut vous occasionner une perte d'emploi. Dans mon cas personnel, j'ai payé très cher le fait de ne pas avoir clarifié avec la mère de mon fils l'entente de garde d'enfant en cas de rupture. Ça nous a mené à un litige acrimonieux qui entourait la garde de notre garçon qui m'a coûté plus de 100 000 en frais d'avocat pour obtenir la garde partagée. C'est de l'argent que j'aurais pu investir ailleurs. Aussi, la mère de mon fils qui génère de plus faibles revenus, dans ce contexte-là, je paye une pension alimentaire généreuse de plusieurs centaines de dollars par mois depuis plus de 10 ans. C'est certain qu'avoir eu un enfant avec une femme qui génère un revenu moyen ou supérieur m'aurait évité cette forme d'appauvrissement systématique-là. Neuvième élément de succès, investissez en vous-même. L'importance du perfectionnement continu. C'est Warren Buffett qui disait en 2013, votre meilleur investissement, c'est vous-même. Il n'y a rien de comparable. L'apprentissage continu est essentiel pour rester à jour avec les tendances et les meilleures pratiques financières. Négliger les opportunités de formation ou de perfectionnement professionnel peut limiter les perspectives de revenus puis d'avancement de carrière. Dans mon cas, je me suis perfectionné en santé et sécurité au travail, en droit, en coaching, ce qui m'a permis de maintenir mon niveau d'employabilité élevé, puis de maintenir et d'augmenter ma valeur et de générer un revenu intéressant au fil des années. Et mon dernier et dixième conseil, maintenir un emploi stable dans la fonction publique en prévision de la retraite. Maintenir un emploi stable dans la fonction publique offre une sécurité financière et des avantages, comme un régime de retraite à prestations déterminées, le fameux REGOP ou RRPE, si vous en avez déjà entendu parler. En 20 ans de travail, j'aurais cotisé plus de 200 000 au régime de retraite, à même une déduction sur mon salaire qui me seront versées plus tard sous forme de rente, donc à la retraite. L'avantage indéniable de cette stratégie-là, c'est que la rente à la retraite est garantie à vie, même si le montant de ma cotisation est excédé. Cette stabilité-là, cette sécurité-là me permet de planifier en toute confiance pour l'avenir. Par contre, c'est un choix tout à fait personnel. Un auditeur pourrait affirmer avoir choisi de faire carrière dans le secteur privé, générer davantage de revenus, un meilleur salaire annuel et faire le choix de faire fructifier cet argent-là de façon plus significative. Et je serais d'accord avec cet argumentaire-là. C'est une question de propension au risque. Donc, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, la retraite n'est pas bientôt, elle est pratiquement demain. Alors, vous devrez alors supporter pendant plusieurs années votre rythme de vie, peut-être légèrement inférieur, mais essentiellement votre rythme de vie, alors que vous n'avez plus de capacité de gain qui est significative. Ne jouez pas à l'autruche sur cet aspect-là. Le célèbre acteur Leonardo DiCaprio disait « Je suis le pire radin de la Terre. Je fais des économies, je prête rarement de l'argent. J'ai investi pour mes vieux jours. On ne sait jamais, ma carrière pourrait s'arrêter demain. » Donc, je vous présente ici à l'écran un tableau de Desjardins qui sont les différentes formes, finalement, de moyens par lesquels un individu peut planifier pour la retraite. Donc, il y a les programmes gouvernementaux, la pension de la sécurité de la vieillesse, le régime des rentes du Québec. Et moi, ce dont je vous ai parlé au courant de cette vidéo aussi, c'est les régimes de retraite complémentaires de votre employeur et c'est l'épargne personnelle, notamment au travers du REER et du CELI. En conclusion, le succès financier, c'est le résultat d'une combinaison de discipline, d'éducation, de planification stratégique et de persévérance. La famille a aussi un rôle à jouer pour nous aider. Par exemple, j'ai eu la chance de toucher un héritage significatif, c'est certain que ça a joué un rôle. En suivant ces principes-là, vous pouvez créer une base solide pour atteindre vos objectifs financiers puis réaliser vos rêves. Si vous avez apprécié le contenu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt et à la prochaine.